Bonjour à tous. Donc, comme Frédéric vous l'a dit, je suis anthropologue et je vais vous parler d'une méthodologie spécifique qui s'appelle l'ethnofiction. Donc, la question qu'on peut se poser, surtout dans une période sujet à un certain nombre de changements, c'est est-ce que l'anthropologie peut prédire le futur? Certainement pas. Par contre, elle peut nous permettre de voir différemment notre réalité. Comme on l'a déjà dit, notre monde est en train de changer et la crise que nous traversons nous contraint à voir notre réalité différemment. L'incertain, si cher à nos récits traditionnels où les héros devaient affronter la colère des dieux pour survivre, n'a jamais semblé autant d'actualité au sein de nos sociétés modernes. Et l'anthropologie, elle va nous donner quoi? Un cadre d'observation qui va nous permettre de porter notre regard sur les signaux faibles, les micro-changements de notre société, et on va prendre comme point de départ notre quotidien pour pouvoir nous projeter dans l'après à travers l'observation des micro-changements, des objets et des rituels qui peuplent nos vies. Si on continue, pour pouvoir faire ça, et pourquoi l'ethnofiction peut avoir du sens dans cette période-là, c'est parce que l'objectif, ça va être de mieux comprendre une situation, qu'elle soit dans le cadre professionnel ou de propre quotidien. Si on comprend, ça va nous permettre d'anticiper. Comme disait Charles Darwin, ce n'est pas forcément les plus forts qui vont survivre, c'est ceux qui vont être en capacité de s'adapter. Et l'anthropologie nous donne des clés pour pouvoir avoir un autre regard sur ce fameux quotidien. Donc on va s'atteler à mettre en tension différents éléments, notamment ceux des invariants anthropologiques, ou même si chaque culture et toute société est dynamique, on a quand même des invariants, une certaine stabilité dans les modèles qui font que même si on observe quelque chose, on a l'impression qu'effectivement c'est structurant et ça va participer à changer les contours de notre modernité. Peut-être que c'est des phénomènes qui sont conjoncturels ou des épiphénomènes qui ne participeront pas forcément à faire société. À l'inverse, d'autres qui vont être des signaux faibles, des signaux émergents, comme ça a été précédemment énoncé, vont participer à redessiner les contours de notre modernité. Si on prend, par exemple, en termes d'invariants anthropologiques, tout ce qui va être rite ordinaire ou small talk, ce sont des choses en apparence anodines qui sont pourtant très structurantes dans notre quotidien. Avec la pandémie qu'on est en train de vivre, le port du masque, la distanciation physique vont être des éléments qui vont venir chambouler en quelque sorte ces invariants anthropologiques où les individus vont s'adapter, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces fameux rituels d'interaction, on y reviendra après, vont complètement être modifiés. Donc du coup, c'est vraiment de se dire entre ce qui bouge et ce qui bouge un petit peu moins, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut avoir de la distance et être dans une approche moins émotionnelle par rapport à une situation qui touche tout à chacun. Pour faire ça, l'anthropologie, à travers la culture matérielle, va nous permettre de nous focaliser sur les objets et les rituels sociaux de cette quotidienneté, où on va s'intéresser à ces objets comme des marqueurs à la fois de distinction sociale, mais également des brouilleurs culturels, où on va notamment mettre en exergue les contradictions culturelles qui émergent du capitalisme à travers des objets de grande consommation où des prescripteurs historiques vont réactualiser ce qui était autrefois des signaux un petit peu plus faibles liés à la déconsommation ou à la décroissance. Et on va essayer de comprendre ce rapport entre niveau de confort et niveau de bonheur par rapport justement à cette consommation. Si on va un petit peu plus loin, on se dit qu'effectivement, la société est en train de changer et comment on peut donner des clés de lecture à la fois aux entreprises et à tout à chacun pour regarder un petit peu différemment cette réalité. L'anthropologie prospective est une des solutions. Donc, ça va être une mise en situation fictionnelle pour comprendre mieux ou différemment le réel qui va reposer sur trois dynamiques. Ça va être une démarche spéculative qui va être complémentaire aux études classiques. Donc, on ne fait pas seulement de l'ethnofiction, ça va arriver après des études un petit peu plus classiques, quali ou quantitatives. On va co-créer des pistes de provocation avec les acteurs, les entreprises et toutes les parties prenantes de cela. Et on va mettre en place des scénarios spéculatifs qui vont être structurés par différents niveaux d'analyse qui sont en quelque sorte aussi des échelles d'observation dont le professeur Dominique Desjeux va nous parler par la suite. Et on va prendre un certain nombre de variables en compte, qu'elles soient techniques, pragmatiques, sémiotiques, rhétoriques, culturelles, idéologiques, etc. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre à la fois de se projeter et de projeter des équipes dans un futur abstrait et lointain, d'imaginer des services, méthodes de travail et usages qui feront la différence demain ou après-demain et s'assurer de rester compétitif et efficace sur le long terme.
Donc, comme je vous le disais, c'est complémentaire aux études classiques et on va toujours partir d'une problématique, d'une intuition, d'un signe faible, de quelque chose qu'on a observé et qu'on aimerait mieux comprendre pour pouvoir le faire vivre et mettre en scène différemment les résultats de recherche qu'on peut avoir. Donc là, je vais vous présenter rapidement différents projets que j'ai pu mener dans ce cadre-ci, mais avant, pour mieux comprendre ce qu'est l'ethnofiction, il faut déjà parler de l'anthropologie des futurs. L'anthropologie des futurs, c'est quoi? Il s'agit d'étudier les relations entre l'imagination, les anticipations, comprenant à la fois les attentes et les spéculations, mais également les aspirations, c'est-à-dire l'espoir, les sensations, les ressentis et les affects, afin de mettre en place ce qu'on pourrait appeler une sorte de moteur de l'innovation technologique. L'imaginaire, ici, va être exploité en tant qu'espace propice à globaliser les découvertes technoscientifiques, un petit peu comme un placement de produits avant l'heure. Dans cette anthropologie des futurs, ça va nous permettre de faire de la prospective autrement, en faisant réagir tout à chacun face à des scénarios, parfois très disruptifs, à l'intersection entre le design spéculatif ou le design fiction et l'ethnofiction. Et en quelque sorte, notre démarche, elle va viser à projeter dans des mondes qui sont anthropologiquement viables, où la technologie ne va plus être une fin en soi, mais un moyen ou une conséquence. Et l'ethnofiction, qui est une méthode ou un outil, c'est en quelque sorte la dimension performative du design fiction qu'on entend de plus en plus dans les médias ou dans certains cabinets d'innovation, par la mise en scène de fables politico-scientifiques qui prennent vie à travers la description anthropologique de mondes fictionnels imaginés, mais également à travers le retour critique d'événements macro-sociaux qui influencent directement ou indirectement nos vies et notre avenir. Donc ça va se mettre en place auprès d'entreprises, de structures très différentes. Par exemple, on a travaillé sur le mythe du langage des animaux pour accompagner une communauté d'innovation dans l'écriture de ces mythologies du futur. On a travaillé avec des retailers suisses où on mettait en place de faux corners pour imaginer à quoi ressemblerait une alimentation universelle et personnalisée qui dépasserait les interdits alimentaires et les nouvelles injonctions sociétales. Mais on a également convié des équipes de publicité à des enterrements fictifs pour les initier à des rituels néo-cannibalistes pour imaginer le futur de la viande, ou encore des scénarios de néo-chamanisme et de robomobilité pour un ministère, pour essayer de penser différemment le futur du déplacement en mettant en quelque sorte en place une allégorie chamanique de notre propre modernité, le rapport que l'on a avec la technologie. Plus précisément, et pendant la période de confinement et de déconfinement qu'on est toujours en train de vivre, j'ai mis en place une étude entre la France et la Suisse auprès d'un panel de 6000 personnes où on a alterné des phases quali et quanti qui nous ont permis d'avoir un regard assez quotidien et suivi sur l'impact de ce qu'on était en train de vivre, à la fois dans les pratiques comme dans les représentations des individus. Cette étude nous a permis de mettre en place un projet qui s'appelle Mythologie du futur, à l'intersection entre le design spéculatif, la futurologie et l'ethnofiction, que je mène avec deux futurologues, Mathieu Griffoul et Julien Tauvel. Et l'objectif, c'était de partir de ces fameux insights anthropologiques, de ce qu'on avait pu observer sur le terrain, pour donner à voir différemment notre réalité et construire des mondes qui pouvaient déranger, mais qui avaient le bien fondé de nous questionner sur le sens qu'on donnait à notre propre pratique et sur les contours qu'on voulait avoir pour notre vie en société de demain. Donc en fait, chaque semaine, on sortait une mythologie où on avait à la fois un essai assez stratégique sur l'impact et la place des technologies dans notre quotidien, une analyse anthropologique de ces mondes anthropologiquement viables, à quoi ils pourraient ressembler, et également une mise en perspective par rapport à des projets design et spéculatifs qui existent déjà pour montrer que le futur est presque déjà là. Si maintenant on revient plus précisément sur l'exemple du masque, totem de cette crise, et celui de la pureté, du nettoyage lié notamment au rituel du lavage des mains, on peut dire que le masque s'est illustré pendant la crise à travers sa gestion politique, sa récupération médiatique ou même son interprétation en termes d'usage. Il est lié à la question de la santé et de la perception qu'ont les individus dans notre société. Initialement, le masque était perçu comme médical ou pour les malades, et il est en train d'évoluer, il devient même un signe de respect dans l'espace public. Et de l'autre côté, on a la santé qui va être érigée comme valeur suprême de notre société et elle devient ultra visible. Le rite de purification du lavage des mains devient un enjeu qui est même mondial.
Il est intime et personnel, et là, il devient un espoir pour toute une nation. Ce qui est assez intéressant sur tous ces phénomènes de récupération et d'adaptation des pratiques et des représentations qu'on a par rapport au masque, c'est qu'on se rend compte que sa diffusion ne va pas de soi et ça va reprendre les théories des processus de diffusion d'une innovation avec 3 phases, un processus non linéaire, de l'invention, de la diffusion et de l'innovation. Et effectivement, cet objet qui était le masque au départ, au final, a été un support à la solidarité, à la créativité et a permis de rendre plus acceptable la situation et à commencer à s'installer dans la vie des individus. Si le parti pris était de présenter le masque à travers le processus social de diffusion d'une innovation, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il est encapsulé dans quelque chose que l'anthropologie connaît très bien, qui est les rites de passage. Et ces rites de passage vont également être structurés en 3 étapes. Et peut-être, on peut émettre l'hypothèse que ce que nous sommes en train de vivre, c'est un rite de passage. Et si on reprend les théories du chaos précédemment présentées, on se dit bien qu'effectivement, on a eu une crise qui a conduit à un temps collectif, la mise en place de nouveaux rituels, l'utilisation de nouveaux objets totems, de mise en place d'une néo-normalité qui va faire qu'en sortie de crise, même si on retourne à une normalité telle qu'elle soit, les individus, individuellement comme collectivement, ne seront jamais exactement les mêmes que ceux d'avant, parce que tout ce qu'ils ont vécu pendant cette période les a changés, ou du moins a mis en place différentes dynamiques qui vont participer, peut-être dans un temps beaucoup plus long, à changer les contours de leur quotidien. Maintenant, si l'on revient au schéma que je vous ai présenté en introduction et qu'on reprend pour un petit peu vous expliquer comment on travaille avec cette méthode-là, si on reprend les invariants anthropologiques, on se rend compte que c'est le mythe de Prométhée qui a été mis à mal dans nos sociétés occidentales, alors que l'on veut tuer la mort et qu'on aspire à l'immortalité. La promesse faite aux sociétés post-industrielles se retrouve en quelque sorte mise à mal par Covid-19. Si maintenant on s'intéresse aux signaux faibles, d'un point de vue structurel, on va se rendre compte qu'on a une intégration du masque qui était déjà à l'œuvre dans certains pays asiatiques, qu'on a des masques qui faisaient leur apparition sur les podiums de mode avant le début du confinement. On avait également une augmentation du port du masque pour les vélos en centre-ville pour lutter contre la pollution, et on avait un univers post-apocalyptique un petit peu à la Mad Max, notamment dans les séries sur des plateformes comme Netflix, qui participaient à rendre un petit peu plus familier ce masque-là. Et puis, ça s'inscrit, le masque fait maison, dans toutes les techniques de réassurance liées à la couture et au fait maison. D'un point de vue conjoncturel, on va avoir une nécessité de porter des masques malgré une pénurie dans un premier temps qui va engendrer une réappropriation et ce fameux processus de diffusion de ce nouvel objet. Et puis, on a cette situation, qu'elle soit d'un point de vue politique, économique, écologique, technologique ou humaine, qui participe à faire émerger différentes questions que l'ethnofiction va travailler. Par exemple, comment réapprendre à vivre dans une société où l'on ne se toucherait plus. Hop, alors, pardon, j'ai un petit bug technique. Voilà. Comment se salue-t-on, ou comment on a des relations sociales si l'autre est perçu comme une menace? Comment on va se maquiller? Comment on va se singulariser dans l'espace public si notre visage est couvert? La question aussi par rapport à la santé, c'est de se dire, faut-il préserver à tout prix la stérilité de nos espaces de vie, ou au contraire accueillir les bactéries ou d'autres formes de vie essentielles à notre survie? Est-ce qu'on souhaite vivre dans des environnements clos, ou à l'inverse, dans des environnements beaucoup plus ouverts? Et pour ça, on a déjà plein de projets qui émergent et qui sont des sources de solutions possibles. Par exemple, si on s'intéresse à la contre-culture pour le futur des masques, on se rend compte que dans la culture queer, le masque permet l'expression de soi et de nos multiples facettes. Après, on a des grandes enseignes comme Walmart qui ont déjà imaginé depuis 2013 des photomatons mobiles de la santé pour pouvoir faire des diagnostics, ou encore d'autres projets artistiques qui valorisent la culture de bactéries bienveillantes au sein du domicile pour pouvoir s'immuniser et apprendre à vivre en osmose avec ces dernières. Donc, en bref, si je devais conclure sur ce que je viens de vous présenter très brièvement, c'est qu'effectivement, l'anthropologie peut nous donner, par ses outils, ses méthodes et les théories déjà existantes, une autre manière de regarder le réel, et par la même occasion, de donner à voir un futur peut-être plus en adéquation avec les attentes des individus et des aspirations qui ont émergé pendant cette période de confinement, déconfinement. Et je vous remercie.